Déconfinement, chômage de masse, impôts, travailler plus, gagner moins, c'est ce qui nous attend. Enfin, c'est ce qui attend pas mal de personnes. Alors bonjour, bienvenue dans cette nouvelle, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'ADN du jour. On va aborder 5 grands points. Tout d'abord, le coronavirus. Il faut se méfier. Ça repart en flèche en Allemagne. Deuxièmement, chômage massif et économique qui va mettre du temps avant de redémarrer. Troisièmement, travailler plus, gagner moins. Quatrièmement, une hausse massive des impôts ou impôts sur les riches. Cinquièmement, quelques nouveautés au niveau de la TKL. On va commencer par donc ces nouvelles d'Allemagne. Et ça ne se passe pas super bien en Allemagne avec un coronavirus, un taux d'infection qui remonte en flèche, comme on le voit ici. Alors bien évidemment, ce n'est pas fini, mais ce qu'on doit savoir ici, c'est que en Allemagne, il y a eu des manifestations bas les masques, résister, tracking, ne laissez pas Bill Gates, entre ras-le-bol, extrême droite, complotisme, une dizaine de manifestations contre les mesures anti-coronavirus. D'ailleurs, est-ce que ça vous intéresserait une vidéo sur Bill Gates, les amis? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui lui tapent dessus. Je pense que ça pourrait être intéressant. Mais ici, ce qui est le plus important à noter, c'est quoi? C'est que finalement, Bill Gates, on lui tape dessus dans le monde entier. Alors, je sais que je suis politiquement correct en ne tapant pas sur Bill Gates. Mais ce que je veux dire, c'est que ici, on sent bien qu'il y a un climat délétère et une situation qui risque de déraper. Et on va voir que c'est un peu la même chose aux États-Unis. Et c'est ça ce qui m'inquiète un petit peu. Parce que le deuxième point, alors donc bien sûr, là ça nous prévient, c'est que le coronavirus n'est pas fini. L'économie aujourd'hui, elle repart parce que il faut absolument la relancer. C'est-à-dire que si aujourd'hui il y a des confinements, si aujourd'hui on réouvre l'économie, c'est parce que sinon c'est la catastrophe. Donc on est obligé de le faire. Pourquoi? Parce que justement, chômage massif. Et là, ça va peser lourdement sur l'économie. Je vais revenir sur le premier point, Google et Facebook. Alors Google et Facebook qui repoussent le retour au bureau à 2021. Pourquoi cette nouvelle est aussi importante? Parce que ce sont deux gros mastodontes, parce que jusqu'en 2021, leurs salariés ne reviendront pas dans les bureaux. Regardez, les bureaux de Google et de Facebook resteront vides en 2020. La plupart des employés des deux géants de la technologie vont continuer à travailler chez eux jusqu'à la fin de l'année, même si les bureaux devraient réouvrir cet été. 100 000 salariés, donc le PDG d'Alphabet, Sundar Pichai, a indiqué que à ces 100 000 salariés qu'ils travailleront sans doute de leur foyer pour le reste de l'année 2020. Il a expliqué que les personnes ayant besoin de retourner au bureau pourront le faire en juin ou en juillet en appliquant des mesures de sécurité renforcées, mais ils seront l'exception. Le télétravail continuerait au moins jusqu'au 1er juin et le retour serait échelonné et incrémental. Et chez Facebook, même son de cloche, pas de rassemblement jusqu'à juillet 2021 et réouverture des bureaux le 6 juillet, mais tous ces employés qui le souhaitent pourront continuer à travailler de chez eux jusqu'en 2021. Pourquoi j'ai voulu insister sur Facebook et Alphabet ou Google? Là, on voit des gens qui auparavant travaillaient dans des entreprises classiques. Donc ces personnes, elles se déplaçaient, elles avaient des vacances, elles assistaient à des événements, à des conférences. Et donc ici, ça veut dire beaucoup moins de déplacements. Ça veut dire également moins d'hôtels. Ça veut dire moins de petits restos, tous les petits restos, la livraison, etc. Tout ça, c'est mort. Donc ça veut dire qu'une grosse partie de l'économie va être affectée par ces décisions. Et notamment dans le domaine de l'événementiel. Et d'ailleurs, c'est un peu le cas déjà. Donc de nombreux secteurs resteront plombés après le déconfinement, comme le tourisme, le transport aérien, ça ne va pas reprendre du jour au lendemain, l'événementiel, le cinéma et de nombreuses autres activités de service. L'économie aujourd'hui, c'est un tout. Et c'est ça ce qu'il faut comprendre, c'est que si un secteur est affecté, les autres secteurs le seront également. Ici, je reviens rapidement sur le taux de chômage aux États-Unis. Donc le taux de chômage, on voit qu'il a explosé, on n'est pas loin des 15%. Mais
On parle d'un chômage à 20%. Ce n'est pas officiel et je vais vous en parler juste après. On voit également que le chômage touche essentiellement les femmes hispaniques et les black men, les afro-américains, hommes. C'est les plus concernés. D'accord? Taux de chômage de 20% pour les femmes hispaniques, 16% pour les afro-américains. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'encore une fois, ce sont les personnes malheureusement les plus précaires, les plus fragiles, et ça crée encore plus d'inégalités, encore plus de tensions sociales. Et beaucoup d'hommes politiques le disent, et même beaucoup d'économistes. Le gros problème de ce chômage important, c'est à un certain moment la pression sociale. Les secteurs les plus touchés, on le voit ici, les transports, les loisirs, les casinos, les magasins de vêtements, tout ce qui est repassage et compagnie, les cinémas, les restaurants, tout ce qui est Ikea et compagnie, furniture, donc tout ce qui est petit appareil, etc. Les sports, les hôtels et bien évidemment l'outillage. On voit ici, par exemple dans l'hospitalité, donc l'hôtellerie, les loisirs, 7,65 millions d'emplois perdus. Et bien évidemment, dans pas mal d'autres domaines, on voit qu'il y a énormément de pertes d'emplois. Un autre point extrêmement intéressant ici, c'est la Chine. La Chine qui aujourd'hui est en déconfinement. Et auparavant, bon, son économie, elle était là, d'accord, avant la crise du coronavirus. Ensuite, on a eu une chute de l'activité, d'accord, que ce soit dans l'aérien, que ce soit dans la consommation, que ce soit également dans l'hôtellerie. Et l'activité, elle était là à 100, d'accord, début janvier. Aujourd'hui, quelques mois après le déconfinement, on est toujours en dessous des 60%, voire 20%. Ici, c'est des avions, d'accord? C'est 5 fois moins que l'activité normale. L'activité normale. Et ici, alors c'est un autre point extrêmement important par rapport au chômage. C'est aux États-Unis encore, hein, mais c'est quand même pour nous un gros benchmark. Aux États-Unis, on voit que les personnes âgées de 55 ans et plus, il y en a d'ailleurs 32 millions, 5,1 millions seront au chômage ou sont au chômage. Pour les personnes âgées entre 45 et 54 ans, 3,9 millions sont au chômage. Pour les personnes âgées de 35 à 44 ans, 3,8. Pour les personnes âgées de 25 à 34 ans, 5,2 millions au chômage. Mais ce qui est vraiment intéressant, enfin intéressant et en même temps frappant pour beaucoup de personnes qui ne sont pas américaines ou qui ne sont pas dans le marché nord-américain, c'est que le nombre le plus important de personnes, la catégorie d'âge où il y a le plus de personnes qui travaillent, c'est la catégorie des personnes de plus de 55 ans. C'est fou. Regardez, 32 millions, 28 millions, 30 millions, 30 millions. C'est la catégorie où il y a le plus de gens qui travaillent. Et vous voyez ici le taux de chômage des jeunes qui va également augmenter. On a 5,2 millions de personnes au chômage. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est tout simplement par rapport à un point important, la retraite. C'est-à-dire que, notamment en France, hein, et c'est quelque chose que j'ai écrit dans mon bouquin Agir, je disais, il y aura de gros problèmes de retraite, de financement des retraites, etc. Et aujourd'hui, les choses sont encore plus dégradées qu'avant. Donc, il va falloir compter sur le fait de travailler plus longtemps. Et aux États-Unis, c'est déjà le cas. C'est le gros de la population, la catégorie d'âge qui travaille le plus aux États-Unis. Donc, ici, on a vu Google, Facebook, on a vu effectivement pas mal de secteurs qui resteront en situation de crise. États-Unis, donc le chômage, il est à 14,7% et on parle même d'un taux de chômage de 20%. Ici, je vais revenir dessus. Donc, vous voyez, taux de chômage historique à 14,7%, les gens qui font la queue pour les allocations. Chômage, il était au plus bas aux États-Unis depuis 50 ans. Alors, ce n'est pas grâce à Trump, hein, n'en déplaise aux fans de Trump, parce qu'en 4 ans, c'est pas… Mais c'est un trend, c'est-à-dire qu'il y a eu des innovations, il y a eu de la croissance. Après 2008, les États-Unis se sont repris
Et notamment, on a eu les Google, les Facebook, etc., qui ont vraiment changé la donne. Et ça a radicalement changé l'économie. Mais il y a eu également, pendant cette décennie, les QE de la Fed. C'est-à-dire qu'on a eu des programmes massifs pour aider, soutenir artificiellement l'économie. Et aux États-Unis, on a eu une explosion des inégalités. Alors, qui dit inégalité, dit ressentiment, dit tension. Mais pourquoi on n'a pas eu de mouvements sociaux? Pourquoi on n'a pas eu de révolution? On en a quelques-unes de temps en temps. On a des révoltes, des émeutes. Mais pourquoi on n'en a pas eu? Parce que le taux de chômage était historiquement faible. Taux de chômage historiquement faible. Donc, on avait un taux de chômage de 3,5%. Donc ici, vous voyez, 14,7% le chômage aujourd'hui. Et il va toucher en avril 23 millions de personnes. C'est le taux le plus élevé, la plus forte hausse sur un mois dans l'histoire de la série statistique. Ils n'ont jamais vu ça. Donald Trump a dit sans surprise. Et sur les 20 millions d'emplois détruits en avril, ces deux secteurs totalisent 7,7 millions, c'est-à-dire les loisirs et l'hôtellerie. C'est les secteurs les plus importants. Alors là, ça c'est c'est clé. On voit qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas été prises en compte dans ce taux de chômage. Et donc ce taux de chômage, on l'estime à 20%. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes effectivement qui ne recherchent plus un emploi, ils ne sont plus considérés comme au chômage parce qu'un chômeur, c'est quoi? La définition, c'est une personne qui recherche activement un emploi et qui est sans emploi. D'accord? C'est ça, la définition d'un chômeur. Mais si tu ne te déclares pas, si tu ne vas pas à la NPE ou au Job Center ou je ne sais pas comment ça s'appelle aux États-Unis, eh bien, tu n'es pas déclaré. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas au chômage. Et donc, beaucoup d'Américains ne se sont pas déclarés ou alors n'ont pas eu leur demande acceptée. Et donc, on estime que le taux de chômage serait de 20%. Le taux d'emploi des plus de 16 ans est déjà très bas aux États-Unis, mais il a chuté de 8,7 points en un mois pour s'établir à 51,3%, alors qu'il était resté supérieur à 58%. Les nouveaux inscrits, voilà. Et alors là, l'explosion du taux de chômage va rapidement avoir des conséquences sur la couverture santé. Contrairement à l'Europe, notamment la France, les États-Unis, c'est un peu marche ou crève. Hein. Il y a des systèmes, mais beaucoup de gens doivent assurer leur santé par eux-mêmes. Et ça coûte extrêmement cher. Et donc, nous estimons qu'avec un taux de chômage de 20%, 25 millions de personnes perdront leur couverture. Parmi elles, 12 millions pourraient être assurées par le système public, 6 millions pourraient acheter une assurance privée, 7 millions de personnes ne seraient plus assurées, prévoit l'Institut. Et la reprise de l'activité sera progressive. Donc, on voit un peu les gros problèmes qui persistent aux États-Unis. Et ce taux de chômage, en fait, a détruit une décennie de création d'emplois. C'est-à-dire qu'après la crise de 2008, on a diminué doucement le chômage. Et en quelques mois, même un mois, 2 mois, on a détruit tout le travail de 10 ans. Bien sûr, pour le moment, c'est un problème à court terme. C'est un problème conjoncturel. Mais est-ce que ça ne va pas devenir un chômage structurel? Donc, je m'explique parce que je pense que c'est extrêmement important. Donc, ici, je mets ça là. Donc, ici, on a un chômage conjoncturel. C'est quoi un chômage conjoncturel? C'est un chômage à court terme. Donc, chômage conjoncturel. Donc, c'est un chômage à court terme. Ça s'explique comment? Par une baisse de la demande, par un choc, d'accord? Un choc de demande, par une situation, par une crise, d'accord? Donc, on se retrouve dans une situation où finalement, comme il y a moins de demande, comme la conjoncture économique est moins bonne, on a un chômage qui augmente. La politique économique, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'elle fait? Soit elle va augmenter les prestations sociales, les salaires, ce qui s'est fait aux États-Unis, ce qui s'est fait en Europe, notamment en France. Donc, hausse des salaires, baisse des impôts, hausse des prestations sociales, l'hélicoptère monnaie, tout ce que vous voulez.
La deuxième manière, c'est de soutenir l'activité économique. Là, c'est plus la Fed ou la BCE, d'accord? Et donc là, on va baisser les taux d'intérêt ou on va pratiquer ce que l'on appelle un assouplissement quantitatif, quantitative easing, qui consiste à racheter des obligations. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je l'ai expliqué hier. On rachète des obligations. On rachète des obligations d'État, mais on rachète également, comme c'est le cas aujourd'hui pour les États-Unis, des obligations d'entreprises qui sont en difficulté. Donc on soutient l'activité et ça permet de diminuer les taux d'intérêt et donc de permettre à ces entreprises de continuer de produire. Donc le but de ces politiques économiques, c'est de calmer le jeu et de faire en sorte que si le chômage, par exemple, allez, taux de chômage, parce que là c'est l'activité économique, d'accord? L'activité économique qui baisse fortement, donc on voit une activité économique qui baisse fortement, et le but de ces politiques monétaires, politiques budgétaires, c'est de faire en sorte que l'activité économique se reprenne pour revenir sur ce sentier de croissance. C'est-à-dire que normalement, on devrait être là, d'accord? Mais si on est en dessous, on augmente l'activité, on stimule la demande, on diminue les taux d'intérêt, et on fait en sorte que la consommation augmente. Pourquoi? Pour justement avoir un retour à la normale. Mais aujourd'hui, on est dans une situation où ce sont les entreprises qui sont en difficulté. D'accord? Et ces entreprises, aujourd'hui, il y a pas mal d'entreprises qui sont en grave difficulté, donc en cessation de paiement et en faillite. Et donc, comme ces entreprises sont en grave difficulté, qu'est-ce qui va se passer? Elles ne pourront pas réouvrir. Le but de soutenir la demande, c'est finalement permettre aux personnes qui sont au chômage de continuer à consommer et donc de permettre à ces entreprises d'avoir une demande, de nourrir la demande de auprès de ces entreprises et donc de leur permettre de continuer de produire. Mais si cette demande est insuffisante, comme c'est le cas dans une situation de crise, pourquoi? Parce que les gens ont peur, donc ils vont dépenser beaucoup moins. Donc, forte baisse de la demande, ça va accélérer les faillites d'entreprises, d'accord? Et donc, ça va créer une baisse de l'offre, sachant que l'offre émane des entreprises. Donc, baisse de la demande de la part des ménages, ça entraîne une baisse de l'offre. Comme cette offre, elle diminue, ça veut dire que les entreprises, elles produisent moins. Qu'est-ce qui se passe? Il y a plus d'entreprises qui vont faire faillite et donc on va licencier. Donc hausse du chômage. La hausse du chômage, ça va entraîner une baisse de la demande. Cette baisse de la demande va entraîner une baisse de l'offre qui va à son tour entraîner une hausse du chômage, etc. C'est un cercle vicieux. Et la seule manière effectivement de casser ce cercle vicieux, c'est de rétablir la confiance. Et donc, c'est un peu les propositions de certains libéraux, de certains économistes que je vais partager avec vous. Donc ici, je pense que, et le dernier point que j'avais envie de développer, c'est qu'un chômage conjoncturel, donc un chômage à court terme, peut ensuite devenir un chômage à long terme. Pourquoi? C'est ce que l'on appelle l'hystérèse du chômage. C'est qu'un phénomène qui, au départ, n'est pas un phénomène très dangereux, va devenir dangereux. Une personne qui est au chômage pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, il n'y a pas de problème. Mais une personne qui est au chômage pendant 1 an, pendant 2 ans, d'accord? Qu'est-ce qui lui arrive? Cette personne, elle va perdre confiance en elle, mais surtout, elle va perdre ses compétences et elle aura beaucoup de mal à être réembauchée. Pourquoi? Parce qu'on considérera qu'on préférera quelqu'un qui est encore frais, qui est encore au boulot, qui a une expérience professionnelle, plutôt que quelqu'un qui a été au chômage pendant 1 an, 2 ans. Et donc ça peut aggraver sa situation. Et on peut se retrouver dans une situation qui peut durer longtemps. D'où ce chômage conjoncturel qui peut devenir un chômage structurel, c'est-à-dire un chômage à long terme. Et alors, ici, il y a certains think tanks ou le MEDEF qui a dit, bon, la solution, c'est très simple. C'est vous devez travailler plus
et gagner moins. Alors je sais que ça va choquer pas mal de personnes. Mais justement, ici, vous avez l'Institut Montaigne, qui est un institut assez libéral, qui reprend l'appel du MEDEF et qui dit, voilà, il faut supprimer les jours de congé, l'extension des horaires des services publics. Et donc là, il dit, il faudra bien se poser la question du temps de travail pour éponger la facture de la crise et conforter la reprise. C'est-à-dire que, quelque part, en France, c'est l'un des seuls pays où on parle des 35 heures. Hein. À Dubaï, c'est 48 heures. Aux États-Unis, voilà, il n'y a pas de 35 heures là-bas. Et en France, effectivement, on travaille moins. Alors, bien sûr, l'idée évoquée, c'est quoi? C'est que les Français seraient plus productifs, les Français seraient plus... Ok, très bien. Mais en nombre d'heures de travail, ils travaillent beaucoup moins que les Américains. Et puis, bien évidemment, dans un monde normal, ok, mais cette approche des 35 heures, vous savez pourquoi elle a été créée? Elle a été créée, je pense que c'est intéressant de revenir dessus. Alors, je sais que je vais me faire beaucoup d'ennemis. Mettez-moi des likes, les amis, on va éviter, mais bon, je rigole. Cette idée des 35 heures, pourquoi elle a été mise en place? Elle a été mise en place à une époque où on se disait qu'on ne pourra plus avoir plus d'emplois. Et ça a été un choix. Il y a deux approches du travail. Il y a l'approche anglo-saxonne, d'accord? Et il y a l'approche française. Allez, latine, mais française. D'accord? En France, il y a plus, on est contre les patrons. Il y a cette opposition aux chefs d'entreprise, etc. Et il y a un droit du travail qui est extrêmement lourd. Il y a énormément de règles. Ce qui fait que le taux de chômage en France, il est supérieur à 8%, 8,5%. Avant coronavirus, hein. Là, ça va exploser. Dans les pays anglo-saxons, le plus important, l'accent est mis sur le travail. Tu dois mériter ton salaire, tu dois travailler. Et c'est très culturel. C'est issu de Max Weber. Alors, c'est quelque chose que j'ai envie de développer dans une autre vidéo. Mais l'éthique du protestantisme, c'est-à-dire que pour eux, il faut mériter son salaire, il faut travailler pour gagner sa vie, d'accord? Et la réussite, c'est quelque chose de très bien. La réussite financière, etc. En France, c'est moins le cas. Une personne qui réussit, ça fait tout de suite, comment dirais-je, ça pose problème et on va lui taper dessus, etc. La réussite est beaucoup moins acceptée. Donc, on a deux philosophies complètement différentes. Et donc, en France, la logique des 35 heures, c'était de dire, ok, il y a un gâteau, il ne va pas pouvoir grossir ce gâteau. Donc, pour pouvoir diminuer le chômage, qu'est-ce qu'on va faire? Cocorico! On va diminuer le nombre d'heures de travail. Waouh! Waouh! C'est extraordinaire. Donc, on va diminuer le nombre d'heures de travail et comme ça, tout le monde pourra travailler. Problème, le taux de chômage est toujours l'un des plus importants d'Europe. Taux de chômage des jeunes, n'en parlons pas. On a énormément de personnes qui sont exclues du marché du travail et ça devient un énorme problème. Donc, c'est un gros problème, le marché du travail en France et ça mérite une vraie vidéo. D'ailleurs, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Mais les 35 heures étaient pour moi une réelle aberration. Pour moi qui bosse 70 heures, 80 heures par semaine, c'est une énorme aberration. Alors bien sûr, on peut envisager du télétravail, on peut envisager, etc. Je sais qu'encore une fois, ce que je suis en train de dire, ça va être polémique, mais c'est pas grave. Moi, je ne suis pas pour la politique, le politiquement correct. Je m'en fiche. Je vous dis ce que je pense. Et ici, donc pas de retour uniforme et généralisé aux 39 heures, mais plutôt la suppression d'un jour férié, selon le think tank libéral. Mais on voit bien ici que la question du temps de travail, alors je ne suis pas forcément pro-MEDEF, je n'ai pas ma carte au MEDEF, ça ne m'intéresse pas ces organisations. Mais là, on parle finalement d'économie, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a une grave crise et une manière de sortir de la crise, c'est d'augmenter l'activité économique. Et pour augmenter l'activité économique, il faudrait faire voler en éclats cette notion de 35 heures, cette notion de limite, etc. La CFDT a dit non et elle est soutenue tacitement par le gouvernement. Pourquoi? Parce que sinon, on aurait des grèves, on aurait des soulèvements, on aurait, voilà, ça aurait été le gros bordel. Et ici,
pas de retour uniforme et généralisé aux 39 heures, mais plutôt la suppression d'un jour férié. Même ce think tank, il est quand même prudent. Il faut que les Français prennent conscience des mécanismes économiques qui vont se déclencher. L'État ne pourra pas socialiser toutes les pertes, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas prendre toutes les pertes. Il faudra trouver des accords temps de travail contre rémunération. Une reprise rapide en V, selon les économistes, est peu probable. Une politique axée sur la demande ne suffira pas à relancer la machine, sans oublier la hausse à venir du chômage. Il faudra continuer de soutenir un appareil productif très affecté. Alors là, pour beaucoup, c'est du chinois. Je vais vous expliquer tout ça parce que ça, c'est important. Donc ici, on est bien d'accord que la reprise, pour le moment, elle s'est faite par le biais de la demande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour soutenir la consommation, on s'est dit, OK, tu veux soutenir la consommation, on va augmenter les salaires, on va augmenter les aides, bref, on a soutenu la demande. Mais les entreprises, si tu donnes plein d'argent, comment elles vont faire? Les entreprises, c'est-à-dire pour augmenter l'offre, il faut que ce soit rentable. Explication. Comment c'est rentable pour une entreprise? C'est une entreprise, elle a, je ne sais pas moi, elle va vendre un produit, d'accord? Le coût de production, il est de 100 € pour un produit, d'accord? Je dis n'importe quoi. Le prix de vente, il est de 90 €. L'entreprise, elle perd de l'argent, perte. D'accord? Maintenant, si le coût de production diminue, ça va permettre effectivement à l'entreprise de devenir rentable. Si le coût de production devient par exemple de, je ne sais pas moi, de 80 € et que le prix de vente, alors ça c'est CP, et prix de vente, il est toujours de 90 €, le profit, ici, il est égal à 10 €. Comment on fait pour diminuer le coût de production? C'est en diminuant les salaires. Sauf que c'est impossible. Donc, à l'époque de Keynes, à l'époque des politiques de relance, etc., qu'est-ce qu'on faisait? On faisait de l'inflation. On créait de l'inflation, ça diminuait le salaire, d'accord? Et ça permettait de diminuer le coût de production et donc d'augmenter la rentabilité des entreprises. Mais si aujourd'hui, les entreprises elles sont déjà en grave difficulté et que finalement, il n'y a pas vraiment une aide pour que les entreprises se reprennent, il y a un problème. Donc, bien sûr, la solution, ça ne va pas être de diminuer le temps, d'augmenter le temps de travail ou alors, voilà, ça ne va pas être également de diminuer les salaires, c'est impossible. Ça va être de diminuer les charges salariales, charges sociales, etc. Parce que c'est ça ce qui va permettre effectivement de relancer l'offre et de relancer les entreprises. Sauf que ces charges salariales et sociales, ce sont quelque part, ils sont nécessaires pour maintenir l'économie. Et donc, comme si on fait ça, ça va augmenter la dette publique. Donc, on voit bien que le gros problème aujourd'hui, ça va être de trouver des solutions rapidement et des solutions qui seront partagées par tout le monde. Et c'est la grande problématique d'aujourd'hui. Donc, ici, une hausse massive des impôts ou un impôt sur les riches, on est bien d'accord qu'on ne va pas le faire maintenant. Et je pense qu'effectivement, ça mérite une deuxième vidéo. Je vous dis à bientôt les amis. J'espère que vous avez kiffé cet ADN du jour. N'oubliez pas de liker et de partager. Mettez-moi vos commentaires. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao!